Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui à l'émission, ce sera une chronique avec Léonie, alors chronique de livres jeunesse, mais aujourd'hui mon invité, c'est le rappeur et auteur Biz. Bonjour Biz, comment ça va? Bonjour mesdames et messieurs, ça va très bien, merci. Et Biz, je te reçois aujourd'hui parce que tu as lancé récemment ton 4e roman, Naufrage. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, j'ai envie de te présenter. Alors, tu as un bac en récréologie. Tu es cofondateur du groupe Loco Locas et tu as fait des conférences et tu en fais encore une fois depuis une quinzaine d'années un peu partout à travers le Québec. Des conférences sur quel sujet? Ça dépend un peu de ce qu'on me demande de faire, mais ça tourne ça peut aller de la motivation scolaire à mon parcours artistique. Prochainement, je rencontre des pharmaciens autour de la santé mentale et puis avec mon livre Dérive. Au mois de mars, je m'en vais en Europe, en Allemagne, en Suède, pour parler de mon roman Mort-Terrain. Donc, c'est un peu toutes sortes de trucs là. Mais dans les écoles, c'est surtout autour de la langue, de l'histoire, de l'école, rencontrer les jeunes pour leur parler de mon parcours artistique, puis les écouter aussi ce qu'ils ont à dire et tout ça, là. Et c'est important pour toi, la langue française, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est notre langue, c'est la langue que je parle, c'est la langue que mes enfants parlent, c'est la langue que j'aimerais que mes petits-enfants parlent aussi. Et est-ce que, justement, à force de rencontrer les jeunes dans les écoles, est-ce que tu trouves que, justement, la langue française commence à se perdre, les gens font de plus en plus de fautes? Ben oui, moi, je le remarque, mais pas nécessairement à l'école en tant que tel. Je le remarque d'abord, moi, dans les médias, à la radio. On entend de plus en plus des gens qui disent ben là, je sais pas comment le dire en français. Et c'est souvent des termes qui sont reliés à des nouvelles réalités, là, comme selfie ou, par exemple, on dit foodie au lieu de dire gourmet. Donc, il y a des mots qui se perdent et une langue qui n'est pas capable d'évoluer pour nommer la nouvelle réalité. Tu sais, le français, ça va juste être bon pour parler des châteaux forts puis des vieux bateaux à voile. Tu sais, c'est comme, alors, il faut qu'une langue soit capable de nommer la réalité, puis il faut qu'elle soit utilisée aussi. Sinon, elle devient insignifiante puis elle perd de son attrait pour tout le monde. Et est-ce que tu penses, justement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça fait que, justement, les jeunes puis même les adultes se forcent de moins en moins pour bien écrire? Ben moi, je vois deux nouvelles là-dedans. Il y a une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme tout le monde, je pense qu'on constate sur les réseaux sociaux, tant chez les adultes que chez les jeunes, vraiment un relâchement linguistique, là. On écrit vraiment au son en texto, d'une part. Et je constate aussi qu'il y a énormément de francophones qui se positionnent en anglais sur les réseaux sociaux. Comme si, parce que tu dis que tu mets ton statut en anglais, tu penses que Brad Pitt va venir te parler nécessairement. Alors, ça nous rend pas plus ouverts au monde de se décrire comme anglophone alors qu'on est francophone, parce qu'on peut pas être ouvert au monde si on est fermé à soi-même. Ça moi, j'en démarre pas de ça. Puis tu sais, moi, mettons sur Twitter, j'ai des trucs en français. Je me présente en français, mais je peux discuter en anglais avec un amateur de hockey de Columbus qui trouve que la chanson Le but des Canadiens est une bonne chanson parce qu'il l'a vu au match de hockey, tout ça. Ça veut pas dire de pas communiquer en anglais, mais ça veut juste dire de se présenter tel que nous sommes, en fait. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de rapetissement à se positionner comme francophone. Puis il n'y a rien de plus colonisé que deux franco entre eux qui communiquent en français ou même en espèce de novlangue abâtardie. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes n'ont jamais autant écrit dans l'histoire de l'humanité parce que le texto ou Facebook, c'est un choix qu'ils font d'écrire. Ils ne sont pas obligés d'écrire. Ils pourraient se parler au téléphone, ils pourraient se rencontrer en personne, mais ils préfèrent donc la communication écrite. Moi, je vois ça comme une bonne nouvelle. Maintenant, ça pose un défi pour les parents puis les professeurs de dire « Voici, les jeunes sont intéressés par ce médium-là. Ils aiment tweeter. Fort bien. On va aller les rejoindre dans Twitter. On va leur proposer, par exemple, d'écrire des tweets parfaits, des touches en 140 caractères dans le cours de français. Qui vont être des défis linguistiques au même titre que composer un sonnet ou un poème à forme fixe, mais en 140 caractères, avec la possibilité de le publier dans l'espace public. Donc, c'est plus motivant pour les jeunes. Donc, moi, c'est ça. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais c'est une bonne idée, ça. J'avais jamais pensé à ça. De faire ça avec les jeunes en classe, je trouve que c'est une bonne idée. Mon père, moi, est un ancien prof de cégep, puis j'arrive justement de Clare au Nouveau-Brunswick, un petit village qui est dont l'école est positionnée vers les nouvelles technologies pour l'apprentissage du français. Puis je présentais une conférence dans ce cadre-là. Et là, j'ai rencontré plein de profs d'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick qui étaient des allumés pédagogiques
qui utilisent justement les outils pédagogiques, qui les combattent pas, parce que souvent les profs se battent pour laisser ça en dehors de la classe, alors que finalement, on est mieux peut-être de les laisser rentrer, de l'encadrer, puis de le contrôler, puis de l'utiliser, l'intérêt qu'ils ont pour les jeunes. Mon gars, moi, en 4e année, est un fan du tableau interactif. Alors, c'est pas un problème, la technologie. Au contraire, ça peut être motivant. Mais il faut en faire bon usage, je pense. Puis comme parent aussi, il faut être capable d'encadrer et non pas de dire non, c'est vilain, va des rétro. Moi, mon enfant, chaque fois qu'il envoie un courriel ou un texto, je dis bien pour l'instant, je m'assure qu'il n'y a pas de faute dedans. Peut-être je vais éventuellement perdre le contrôle de ça, mais au moins je l'habitue à prendre attention, à conjuguer ses verbes, même quand il parle à son ami. Et Biz, t'es écrivain à temps plein maintenant. Oui. Et j'ai envie un peu qu'on parle de l'auteur, parce que c'est le but de l'émission. Et tu as publié 4 romans, c'est le 4e, Naufrage. Le premier, Dérive, tu en as parlé tout à l'heure. Tu donnes des conférences avec cet ouvrage-là, en ce moment? Oui. Puis, en fait, tous mes livres sont prétextes à des conférences. Oui, parce que en fonction du sujet abordé par le livre, puis aussi de la démarche créatrice, là, comment s'est passé le processus d'écriture et tout ça. Et tu as écrit La chute de Sparte, qui a été lauréat du prix des bibliothèques de Montréal, et plus récemment Mort-Terrain, qui a remporté le prix France-Québec. Alors, tu seras en tournée en France, mais également, je pense que tu vas aller en Allemagne puis en Suède. Oui, voilà, au mois de mars. Pendant tout le mois de mars, là. C'est une tournée européenne. Là. Je t'avais de me faire des chandails comme Bon Jovi avec toutes les villes que je vais visiter, parce qu'il y en a quand même une bonne quinzaine, je pense. C'est les lecteurs français qui ont voté pour ce prix-là. C'est ça qui est beau là-dedans. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au Québec, c'est ça, je suis connu d'abord comme rappeur et les gens connaissent mon œuvre, avec ce que ça a de bon et de mauvais, dans le sens que comme écrivain, je suis connoté, évidemment. Quand les gens me lisent, ils entendent ma voix, ils entendent mes prises de position politiques, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Comme écrivain, c'est Flaubert qui disait que l'écrivain, dans son œuvre, doit être comme Dieu, présent partout et visible nulle part. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire, de disparaître comme personnage quand j'écris un livre, au profit de l'histoire puis des personnages dans l'histoire. Et c'est ce qui est intéressant avec les Français, c'est que moi, ils me connaissent pas du tout. C'est souvent des vieux monsieur, des vieilles madames dans des clubs de lecture qui ont aucune idée de ce que je fais dans la vie, à part que voilà un livre qui leur parle du Québec, du nord du Québec, des Amérindiens et des mines. Des mines aussi, ouais, c'est ça, de la problématique. C'est notamment ce que je vais aborder en Suède. Parce que là-bas aussi, ils ont des autochtones avec les Lapons, ils ont des compagnies minières, gazières, pétrolières qui s'accaparent des ressources. Donc, c'est des problématiques, en fait, qui sont internationales aussi, qui sont mondiales. Mais de savoir qu'il y a des lecteurs qui m'ont lu sans accent, en fait, parce que quand je parle, pour les Français, j'ai un accent. Quand j'écris, un peu moins quand même. On emploie évidemment des drôles de mots comme des skidoo, des mitaines ou des tucs pour des Français, mais ils sont quand même capables de comprendre l'histoire puis de s'y intéresser et de déterminer que pour eux autres, c'était un bon livre. Donc, c'est très flatteur. Est-ce qu'il a fallu l'adapter ou c'est carrément ce qui a été publié ici? Il n'y a aucune adaptation. Le prix France-Québec, c'est justement c'est 3 livres à chaque année qui sont remis en presque 700 lecteurs de partout à travers le territoire français. C'est des livres québécois. Donc, il n'y a pas d'adaptation, pas de traduction. C'est vraiment tel quel. Puis les Français les jugent tels qu'ils les reçoivent. Est-ce que tu as hâte? Parce qu'en plus, je pense que tu vas être au Salon du livre de Paris avec ce prix-là. Oui, le 16 mars, on me remet le prix à Paris. Le 17, je fais des signatures au kiosque du Québec toute la journée. Mais oui, c'est un beau voyage. C'est un voyage qu'on m'a dit qui est très épuisant parce que à chaque soir, les gens qui t'accueillent du club de lecture régional, là, ça peut être de Bretagne, de Normandie, je vais être à Pâques, je vais être en Provence notamment. Donc, les gens te reçoivent, te parlent du livre et tout, mais après te reçoivent, il y a un banquet en ton honneur et tout. Donc, les Français savent bien recevoir. Donc, il faut être en forme et boire beaucoup d'eau, m'a-t-on dit. Non, mais c'est super le fun. Et là, j'ai envie qu'on parle, t'es là pour ça, pour parler de Naufrage. Et je dirais que c'est un des romans un peu moins revendicateurs que les autres précédents. Est-ce que tu es d'accord avec moi à ce sujet-là? C'est quand même revendicateur parce qu'on parle quand même d'employés du gouvernement qui, à un certain moment, va rien faire, va être payé à rien faire. Oui, mais comment je dirais ça? Encore là, je pense que les gens qui me parlent de mes livres, mes livres, ils sont connotés par la perception de mon personnage public. T'sais. Donc, c'est sûr que quand tu me reçois, tu vois la grand gueule qui parle puis qui écrit. Cependant, moi, dans ce livre-là, j'ai vraiment voulu creuser au cœur d'un drame personnel, familial. Les questions sociales, elles sont en parallèle, où le personnage baigne dedans parce qu'on ne peut pas extraire un personnage de son contexte, de sa société,
pour moi, le fait que le personnage soit tabletté, soit un fonctionnaire tabletté, c'était un prétexte à ce qu'il soit tellement préoccupé dans sa tête, à ce qu'il en arrive à commettre un drame, un geste irréparable, qui aura des conséquences, en fait, pour lui, sur sa vie, sur sa famille et tout. Mais pour moi, effectivement, le cœur était pas... c'est pas quelque chose, c'est pas un roman sociopolitique, c'est vraiment un drame personnel et familial, mais il y a un environnement social-politique autour de ça quand même. Est-ce que ça a été dur, justement, d'écrire ce drame-là on dira pas c'est quoi pour pas vendre le punch aux gens, mais est-ce que ça a été dur en tant que parent d'écrire ce drame-là? Ben quand même, c'est ça. Moi, j'ai quand même 2 enfants. Je me suis quand même servi de mon expérience de parent puis de l'amour que j'ai pour mes enfants pour essayer d'imaginer comment je réagirais si j'étais plongé dans la situation du personnage principal. Puis en ce sens-là, j'ai le petit garçon de l'histoire qui évolue un peu dans l'histoire. Il utilise des mots que mes enfants ont déjà utilisés aussi, comme ma fille de 2 ans qui a vu une église pour la première fois s'est exclamée, c'est le château de Jésus. Je fais dire ça au petit enfant dans l'histoire, donc des mots, des paroles, des pensées d'enfants qui sont très riches, fortement philosophiques même. Donc je m'en inspire. Ouais, ça a été quand même... c'est sûr que après ce livre-là, j'aime encore plus mes enfants si c'est possible, là, c'est sûr. Ouais. Et c'est important pour toi de parler de la parentalité? Faut croire, parce que j'en ai parlé dans quand même 2 de mes livres. Faut croire que je trouve ça important, mais à mon avis, c'est peut-être au niveau de mon inconscient, dans le sens où ce qui est important pour moi, c'est de raconter une bonne histoire avec du souffle, avec du cœur, puis avec du talent. Donc, je choisis pas les histoires que je vais raconter. Pour moi, il faut qu'elles soient intéressantes pendant 150, 200, 250 pages, peu importe le nombre de pages, mais il faut que ça soit intéressant jusqu'au bout. Et pour ce livre-là, effectivement, la parentalité, ça a été le moteur de l'histoire. Là, il faudrait que je me couche sur un divan devant un psychanalyste pour expliquer pourquoi c'est important, ces thématiques-là. Pour moi, je suis trop collé encore dessus. Ça fait pas assez longtemps aussi que j'ai écrit le livre. Éventuellement... je me rendrai compte que oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand je faisais du rap, puis j'ai eu mon enfant pour la première fois, j'avais l'impression que mon enfant allait ralentir ma carrière artistique, puis allait me mettre les bâtons dans les roues, puis m'empêcher d'aller faire des spectacles, puis de travailler, tout ça. Puis en fin de compte, ce que je me rends compte, c'est que mes enfants m'ont pas empêché de créer. Ils ont simplement modifié ma dynamique de création. Donc, au lieu d'aller faire des spectacles dans des bars aux 4 coins du Québec, j'écris des livres chez moi pendant que mes enfants sont à l'école. Mais je m'abreuve de leurs paroles puis je m'inspire de leur amour pour écrire. Ouais. Si tu me permets, Biz, on s'arrête et au retour, on continue de parler de naufrage. Bien sûr.